BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mail, vous le savez, sur l'appli RMC, mais aussi sur BFM Business le dimanche matin, à la radio, à la télé et sur la chaîne 01 TV. La chaîne 01 TV que vous retrouvez aussi, bien sûr, vous le savez, et bien sûr les box SFR, Orange, Free et sur France Sat aussi. Et si 01 TV est une chaîne qui émet 24 heures sur 24, c'est un peu, voire beaucoup, grâce à l'invité que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, c'est Alain Veil. Bonjour Alain. Bonjour François Sorel. Alors vous êtes le fondateur de Next Radio TV, qui regroupe les médias de la marque RMC, BFM, alors en radio et en télé bien sûr. Vous êtes aussi le PDG d'Altis, Altis qui regroupe aujourd'hui donc Next Radio TV et l'opérateur télécom SFR, dont vous êtes aussi le PDG. Et on va parler de tout ce beau monde parce qu'on voit qu'il y a des ADN en commun entre la radio, entre le très haut débit, entre la télé aussi. On va donc parler de radio aussi puisque depuis quelques jours un nouveau service est disponible qui s'appelle Radio Player. C'est une plateforme sur laquelle on retrouve plus de 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts. Alors on retrouve les radios du groupe Radio France, de RTL, de Lagardère, des Indés, du groupe Next Radio bien sûr. C'est une initiative commune à tous les acteurs de la radio parce que le temps presse, Alain Veil. L'audience de la radio est en baisse depuis quelques années. Cette baisse a été d'ailleurs accélérée avec cette période de pandémie. On va rentrer dans les médias. Est-ce que c'est un vieux média qui devient un peu has-been, la radio ? Non, pas du tout, mais comme n'importe quel secteur de l'économie, comme n'importe quelle activité quotidienne, n'importe quelle entreprise, la radio est confrontée aussi au challenge de la transformation numérique. Donc il faut s'adapter, tous les métiers doivent s'adapter, nos vies changent. Et on le voit bien dans cette période de pandémie, combien l'accélération du changement a été forte avec le télétravail, la télémédecine, l'école connectée, tout ça s'est mis en place. Donc la radio avant, elle était diffusée en grandes ondes, puis après en FM. Moi j'ai démarré dans la radio avec la FM. C'était il y a 40 ans, donc il y a longtemps, près de 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas, en effet. Ça ne nous rajeunit pas. Cela dit, la FM existe toujours, donc on n'est pas des vieux croutons. La FM, c'est une technologie extrêmement robuste, extrêmement qualitative, donc qui a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, la radio doit s'adapter à son époque, avec toutes les possibilités offertes par le numérique. Il y a des risques, il y a des opportunités, il faut bouger. Et l'initiative de Radio Player, c'est une initiative pour faciliter l'accès à la radio numérique via son smartphone, par exemple, ou via son ordinateur. Aujourd'hui, le smartphone est devenu le transistor du 21e siècle. Donc, il fallait avoir une plateforme qui s'adapte. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de la transformation des radios qui doivent s'adapter à l'époque. Donc, on explique ce que c'est un Radio Player. C'est une appli que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, Android, iPhone. C'est aussi sur le web. Si vous avez un navigateur, vous vous connectez, vous avez accès en fait à une espèce de panel où vous avez une mosaïque de radio. Vous cliquez dessus, vous écoutez la radio que vous voulez. Est-ce que c'est la réponse en fait à tout ce qui se passe aujourd'hui avec on va dire le temps d'attention que les gens peuvent avoir, parce qu'aujourd'hui il y a YouTube, il y a Spotify, il y a Netflix, il y a Amazon, etc. Est-ce que le fait d'avoir une interface comme celle-ci va permettre un peu à la radio de gagner en visibilité par rapport à tous ces nouveaux concurrents qui lui grattent en fait de l'audience ? Oui, et pas que de l'audience d'ailleurs, parce que l'univers de concurrence de la radio, c'est pas que les autres offres sonores, c'est aussi Facebook. Le matin, vous prenez votre smartphone, vous voyez les nouvelles de la nuit, et vous vous dites, tiens, je suis pas obligé d'allumer la radio si c'est rien passé. Ce qui n'était pas vrai il y a 20 ou 30 ans. Il faut faire attention aux news qu'il y a sur Facebook. Parfois, il y a... Absolument, mais c'est aussi pour ça que les médias traditionnels ont aussi leur carte à jouer à partir du moment où ils font l'effort de s'adapter, ils ont l'énergie pour s'adapter, l'envie, s'ils sont optimistes. Vous savez, il y a ceux qui se plaignent par rapport au changement et ceux qui considèrent que c'est une opportunité. Ici, chez Next Radio, chez Altis, parce que c'est vrai qu'on est un groupe très axé sur la technologie, sur les télécoms, on pense au contraire que c'est une opportunité. Et donc, la plateforme Radio Player, c'est une façon de faciliter l'accès à la radio numérique. C'est un transistor digital. Vous avez une application, vous avez toute l'offre radio, comme vous l'aviez avant sur votre récepteur radio, votre radio réveil. Là, c'est sur votre smartphone. On facilite l'accès à la radio numérique par rapport à l'option qui consiste à aller d'une application à l'autre, celle de RMC, celle de BFM Business, celle d'RTL, celle d'Europe 1. Là, vous avez une plateforme et vous pouvez changer de radio comme vous le faisiez avant sur votre autoradio avec les touches. Donc, c'est une initiative. Mais ça existait déjà, non ? Il y avait déjà auparavant, il y avait une appli qui regroupait toutes les radios.
qui était de votre initiative, de l'initiative de tous les acteurs de la radio. Oui, on avait déjà tenté quelque chose. Là, on a un outil plus performant qui bascule du digital, qui utilise aussi les réseaux mobiles, puisque la radio, maintenant, on peut l'écouter dans sa voiture, non pas via la FM ou via le DAB qui va arriver aussi, mais via les réseaux mobiles qui peuvent transporter du son. Donc ça bouge beaucoup. Donc c'est un risque. Cette transformation digitale, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Alors, il y a les podcasts aussi, les podcasts qui semblent être le nouvel Eldorado aujourd'hui de tous les médias. Il y a évidemment le replay d'une émission qui est automatiquement un podcast. Bon, ça existe depuis très longtemps. Je crois qu'on a été l'un des tout premiers médias à avoir des émissions comme ça qui étaient disponibles sur Internet il y a une vingtaine d'années après qu'elles aient été diffusées à la radio. Et puis, il y a aussi les podcasts natifs, c'est-à-dire que, par exemple, RMC Sport a toute une panoplie de podcasts spécifiques. RMC aussi a des podcasts dédiés à l'actu avec des formats un petit peu plus longs où on raconte des histoires. C'est aussi, pour vous, là, on va dire, le renouveau de la radio, le fait de créer du contenu exclusivement pour le web et pour entretenir une marque. C'est plein d'opportunités. Moi, j'ai repris RMC avec vous, François, parce que vous étiez là aussi il y a 20 ans. Donc on n'a pas bougé. Le temps passe vite. À l'époque, la radio était encore un média en croissance. Aujourd'hui, c'est un média qui est challengé, encore une fois, comme n'importe quel autre secteur de l'économie, comme la distribution, comme le transport. Tout le monde est disrupté, tout le monde doit se réinventer. Et encore une fois, il y a des risques, il y a des opportunités. Moi, c'est pour ça que j'ai cédé mon groupe à Altice il y a maintenant 5 ans, parce que je voyais ces changements arriver, et je me suis dit, s'allier avec un opérateur télécom, ça a du sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la radio, elle devient de plus en plus numérique, elle peut être consommée en live, elle peut être consommée en replay, mais au-delà de ça, nous, on a pris l'initiative dans le groupe, et vous êtes aussi un acteur de ces changements, d'aller vers la convergence entre la radio et la télévision. C'est aussi une réponse par rapport au changement, parce que grâce au numérique, nos radios deviennent des chaînes de télévision, de télévision. Nos chaînes de télévision peuvent être aussi des radios. Nous venons de lancer discrètement, mais on va accélérer. BFM TV, c'est aussi une radio aujourd'hui. Donc on peut qui va arriver sur le DAB, oui. Exactement, qui va arriver sur le DAB, qui est déjà disponible aujourd'hui sur son smartphone et qui est sur la plateforme Radio Player. Donc on peut écouter BFM, et c'est vrai que le son de BFM est tout à fait compétitif par rapport à l'offre des radios d'information traditionnelles. Donc il y a beaucoup de changements. Et il y a beaucoup d'opportunités. Et ce à quoi on croit beaucoup dans le groupe, c'est cette convergence entre la radio et la télévision. Finalement, soit vous êtes dans votre voiture et vous écoutez un programme de radio en direct, soit vous êtes dans votre voiture et vous n'avez pas pu écouter un programme de radio, donc vous l'écoutez en replay. Le lendemain, vous êtes chez vous, vous regardez la radio en direct à la télévision, et c'est une chaîne de télévision. C'est pas de la radio filmée, c'est un vrai programme de télévision. On a toujours été très attentif à ça. Soit vous n'avez pas pu regarder votre programme de radio, votre programme de télévision, et vous le regardez, vous l'écoutez en replay. C'est ça la radio d'aujourd'hui. C'est à la fois de la radio, c'est à la fois de la télévision, c'est à la fois du digital, parce que vous pouvez regarder en direct ou regarder en replay. Pour vous, l'avenir de la radio, c'est d'avoir aussi une image, et vice-versa, l'avenir de la télé, c'est aussi de diffuser le son. Tous les médias de nos groupes tendent vers cette perspective. C'est déjà le cas pour beaucoup d'émissions d'ailleurs d'RMC. Il se trouve que nos programmes s'y prêtent bien. BFM Business, par exemple, c'est radio et télé. Ça, on ne se pose pas la question depuis des années. On l'a fait en 2008, donc ça fait déjà longtemps, ça fait plus de 10 ans. Ça ne s'applique pas à tous les programmes de télévision. Un programme de fiction peut difficilement devenir un programme de radio. Par contre, dans un documentaire animalier, c'est pas facile. Dans ce qu'on appelle le talk à la radio, donc des programmes parlés, peuvent devenir des très bons programmes de télévision, parce que quand on est chez soi, si on a la possibilité d'avoir l'image, c'est un plus. C'est pas indispensable, c'est un plus. Alors certains disent oui, mais la radio, il doit pas avoir l'image, on se comporte pas de la même façon. Je n'y crois pas tellement. Je crois que finalement, permettre d'assister à un programme qui repose essentiellement sur la voix, plus que sur l'image, ça a quand même du sens. On voit l'expression des gens, on voit leur sourire. C'est quand même une dimension supplémentaire. La radio existe parce qu'il y a 50 ans, c'était difficile d'avoir accès à l'image. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à l'image. C'est très facile de capter des images. C'est très facile de transporter des images. Donc, si on peut proposer cette offre à nos auditeurs, eh bien, autant le faire, et à eux de choisir.
Alors aujourd'hui, pour écouter la radio, donc il y a Radio Player, il y a la FM, qui est toujours là, qui est très robuste, qui est de très bonne qualité, voilà, qui n'est pas prête de s'arrêter visiblement. Et puis donc il y a le DAB, le fameux DAB+, qui est un vieux serpent de mer de la radio. Ça fait des années qu'on parle de cette nouvelle norme de diffusion de la radio qui veut être le futur de la FM. En fait, comme on a numérisé la télé en passant de l'analogique à la TNT, eh bien, on numérise la FM pour le DAB+. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir, justement, de la diffusion de la radio, le DAB+? Je sais que vous aviez un avis assez partagé sur ce sujet. Le club DAB, il existe depuis plus de 30 ans, donc j'en étais membre à l'origine. La radio numérique en DAB, c'est-à-dire la radio terrestre, toujours c'est des ondes, n'existe toujours pas. Il y a des expérimentations qui sont lancées. En Europe, elle existe dans certains pays. Elle va démarrer. Elle existe dans certains pays. Elle a déjà été arrêtée dans certains pays. La Suède a arrêté le DAB. En fait, ce n'est pas tellement un problème de technologie, c'est un problème d'offre. L'AFM a apporté une offre élargie de programmes en 1981. Les Français sont passés de 5 radios à un nombre très important de radios. Dans chaque ville, il y a 30, 40 radios qui peuvent être écoutées. Donc le DAB n'apporte rien de plus de très significatif. La qualité n'est pas tellement meilleure que celle de la FM, qui se trouve être une norme de très très bonne qualité. L'autre jour, je faisais l'expérience dans ma voiture, j'étais pas certain à un moment d'être en FM ou d'être en DAB. Et finalement, le DAB n'apporte pas une offre élargie de programme. Donc écouter RMC en numérique, ça n'apporte pas grand-chose. Écouter RTL en numérique, ça n'apporte pas grand-chose. Et les nouvelles radios qui vont être lancées ne sont pas des radios qui vont venir enrichir radicalement le paysage radiophonique. Et ça devient des radios tellement ciblées qu'elles n'ont pas tellement leur place, ce qu'on appelle dans le broadcast, c'est-à-dire par la diffusion hertzienne, mais plutôt par le numérique. Donc le DAB, il arrive trop tard. C'est la TNT qui, au contraire, a été la FM de la télévision. Parce que la TNT, la télévision numérique, c'était la norme qui a permis d'amener une offre élargie de programmes en télévision. Mais en radio, c'est la FM. Donc la FM et la radio ont été en avance par rapport à la télévision. Mais le DAB arrive trop tard. La radio numérique, c'est via les réseaux IP. Donc c'est plutôt via les réseaux mobiles ou via Internet que cette radio numérique arrive, et c'est déjà une réalité. Un smartphone, c'est un récepteur radio, alors que pour le DAB, il faut un récepteur dédié. Je crois que c'est trop tard. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'y croyez pas et qu'il n'y aura pas les radios du groupe Next Radio sur le DAB parce que je crois qu'il y a des obligations. Le CSA a décidé de lancer le DAB en France. On accompagne le mouvement. Mais c'est dans quelques semaines, je crois, non ? Ce n'est pas quelque chose qui va changer fortement le paysage radiophonique. Ça sera un élément supplémentaire qui vous permettra, sur l'autoroute, d'écouter votre radio d'une façon nationale. Mais finalement, par les réseaux IP, en 4G, en 5G demain, et quand je dis demain, c'est aujourd'hui finalement, vous aurez aussi cette possibilité-là. Oui, mais c'est gratuit le DAB. Alors que, la 4G, la 5G, il faut y associer un forfait. Alors même si c'est un coût minime. Qui est aujourd'hui illimité. Donc, il y a cette notion de broadcast aussi du DAB. C'est-à-dire que c'est forcément plus robuste que de la 4G ou de la 5G. C'est-à-dire que Sauf que je faisais l'expérimentation dans ma voiture, une voiture allemande qui est équipée de la réception, je dirais, mobile, IP, comme les Tesla depuis longtemps, où on recevait la radio via le réseau 4G. D'abord, vous avez là une offre très large de programme, c'est-à-dire infini, finalement. Vous pouvez écouter une radio américaine dans votre voiture, ce que le DAB n'offre pas. Donc même sur le côté de l'offre élargie, il est déjà dépassé. Donc c'est une norme supplémentaire qu'on a décidé de lancer. Les coûts financiers sont relativement réduits, donc du coup c'est relativement supportable, mais c'est pas un élément qui va changer la donne. Ça permet quand même aussi à certaines radios d'être émises partout en France, parce qu'aujourd'hui la FM a cette limitation. Typiquement RMC n'est très peu présente en Alsace. La radio via les réseaux. Le DAB+ pourra permettre à tous les auditeurs de DAB d'écouter RMC en Alsace, par exemple. Oui, mais la radio numérique via les réseaux mobiles, IP, elle est mondiale. Là, il n'y a plus du tout de limite. Donc RMC, vous pouvez l'écouter partout où vous êtes. Bien sûr. En France, sur votre réseau mobile. L'année dernière, pendant l'été, j'étais en Espagne, sur l'autoroute, à côté de Valence, et j'ai voulu écouter RMC, mon mobile, CarPlay,
Et dans la voiture, j'écoutais RMC avec une qualité excellente. Bon, alors, est-ce que c'est parce que vous êtes le patron d'SFR que vous ne poussez pas le DAB ? Non. Parce que justement, on peut comprendre qu'il y a des intérêts Non, parce communs. que c'est marginal. Le DAB ne va pas du tout nuire à l'opérateur télécom. C'est pas parce que les gens vont écouter la radio via leur mobile que ça correspond à un intérêt d'SFR. Ça occupe les réseaux sans qu'il y ait de recettes supplémentaires. Donc pour l'opérateur télécom, c'est pas un enjeu. Donc c'est plutôt en tant qu'éditeur ou en ayant un réseau supplémentaire à financer, j'ai des coûts supplémentaires sans gagner les auditeurs, puisque les auditeurs ils peuvent déjà venir sur leur mobile ou sur leur ordinateur. Donc on n'est pas hostile, on est des gens qui sont optimistes. Vous y allez, mais donc bon, on y va, du bout des lèvres. Mais ça ne va pas apporter grand-chose. Ça arrive quand ? Ça arrive à la fin de l'année. Ça a été repoussé plusieurs fois. Oui, ça a été repoussé parce qu'en plus la crise économique n'est pas favorable à l'augmentation des coûts sans avantage. Donc ça démarrera au dernier trimestre de l'année 2021. Ça veut dire qu'on va avoir une diffusion supplémentaire de toutes les radios, d'accord, en plus de la FM. Sur le DAB, avec une couverture qui va s'étendre progressivement à tout le territoire. Je crois que l'objectif, c'est les réseaux autoroutiers, puis après, couvrir de plus en plus de villes. L'objectif, c'est d'arrêter la FM à quel horizon ? On a déjà une idée de l'arrêt de la FM, parce que, en théorie, le DAB+, au bout d'un moment, remplacera la FM. Oui, mais... Et rappelons que tous les nouveaux véhicules qui sont commercialisés aujourd'hui intègrent un tunnel DAB. Écoutez, pour RMC, et pour Europe 1, et pour France Inter, on a arrêté les grandes ondes 40 ans après l'arrivée de la FM. Parce que les grandes ondes, finalement, servaient encore, même s'ils avaient beaucoup d'inconvénients, 3-4 radios, et une qualité de réception qui était quand même mauvaise. Oui, une consommation électrique aussi qui était une consommation d'énergie qui était très importante. Mais qui permettait à des auditeurs perdus au milieu de nulle part, coupés de tous les réseaux, d'écouter quand même un média. Eh bien, on a dû maintenir les grandes ondes pendant 40 ans. La FM... C'était une obligation aussi ? Non, c'était notre choix parce qu'on avait encore des auditeurs. Donc l'AFM, si vous voulez, avant qu'elle puisse être remplacée par le DAB, c'est-à-dire avant que les gens se soient tous équipés, avant que le DAB ait une couverture nationale, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et surtout, les gens écouteront leur radio préférée sur leur récepteur numérique. On peut faire le parallèle avec la TNT, non ? L'autre jour, j'étais dans une voiture, une Smart, pour être précis, et finalement, toute l'interface ne repose que sur la liaison entre la voiture et le téléphone mobile. Il n'y a plus de récepteur radio, il n'y a plus de GPS dans la voiture. Vous prenez votre récepteur mobile, vous le connectez à votre voiture, donc tout repose sur votre mobile. Donc on voit bien qu'on va dans cette direction-là et que le récepteur radio de demain, c'est le smartphone. La radio, c'est la radio aussi, c'est on va dire le point d'audience des véhicules, justement. Vous parlez beaucoup de voitures, et c'est vrai qu'on écoute beaucoup la radio en voiture. Qu'est-ce qui va se passer là ? Alors, en théorie, on va vers un déconfinement, on va pouvoir reprendre une vie à peu près normale, mais on sait qu'il y aura eu un avant et après Covid, il y aura beaucoup moins de présentiel, les gens vont travailler beaucoup plus en télétravail. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de déplacements et donc moins d'auditeurs aussi dans les voitures pour écouter la radio le matin, le soir en rentrant du travail ? On verra. C'est vrai qu'elle ça a eu un impact important sur l'audience, par exemple, des RMC. Ça a eu un impact sur l'audience de toutes les radios, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle le drive time, c'est-à-dire le temps consacré à la voiture pour le transport, s'est réduit depuis 1 an, puisque les gens vont moins au bureau. Donc, effectivement, dans la voiture, ils écoutent moins la radio. Alors, ils l'écoutent chez eux, ils regardent la télévision. Alors, comme nous, on est déjà allé vers la convergence radio-télévision, on s'en tire très bien, parce que les audiences télé, depuis le début du confinement, ont très fortement progressé. Donc, tout ça, ça confirme que le cœur de la stratégie, c'est la convergence entre la radio, la télévision, le digital. Et dans notre groupe, on a anticipé cette voie depuis longtemps. Donc, on est, du coup, assez bien préparé. Ça demande une vigilance, ça demande... d'être à l'affût, d'investir, d'innover en permanence. Le replay, c'est aussi un concept nouveau. La publicité sur le replay ne se vend pas comme sur le linéaire. Donc on a aujourd'hui un gros travail de recherche, de développement. Le fait de s'appuyer sur un opérateur télécom, ça nous aide énormément.
Mais il y a aussi plein de choses nouvelles qui arrivent. La publicité adressée à la radio, à la télévision, sont des choses qui vont donner beaucoup de valeur aux médias télévision, aux médias radio. Donc, la publicité adressée, on rappelle ce que c'est rapidement, c'est-à-dire que lorsque l'écran pub commence, au lieu d'avoir tous les mêmes pubs, eh bien, on a des pubs qui sont ciblées pendant la même durée de l'écran, mais vous aurez des pubs peut-être plus localisées ou qui s'adresseront un peu plus à vous parce qu'on aura eu quelques données vous concernant, c'est ça Exactement, vous aurez des publicités qui vous concernent, donc c'est du coup moins intrusif parce que c'est ce que fait Facebook depuis qu'ils existent en fait. C'est ce qui se passe sur le digital, et aujourd'hui la radio et la télévision devenant connectés, puisque si vous écoutez la radio par Internet, vous êtes connecté. Si vous regardez la télévision via la fibre optique, vous êtes connecté. Donc on est capable de vous envoyer une publicité qui va plus vous convenir parce qu'elle correspond à vos attentes. Donc dans les limites de l'intrusion dans la sphère privée, cette publicité est plutôt bien appréciée par les téléspectateurs ou par les auditeurs. Alain, j'aimerais qu'on parle un petit peu des GAFA et notamment de tous ces géants du numérique qui sont en train de laminer en fait, on va dire les médias traditionnels, que ce soit Netflix, que ce soit Amazon. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a appris qu'Amazon allait retransmettre des matchs de Roland-Garros. Voilà. Et on se dit demain, est-ce que ça va être Netflix et Amazon qui vont diffuser des matchs de foot, comme aujourd'hui le fait RMC Sport ou d'autres, ou Canal+, etc. Est-ce que demain, ce sera Netflix ou Amazon qui vont créer des chaînes d'infos à la place de BFM TV? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on est prêt justement à se battre face à ces géants qui ont, on va dire, nos limites dans les poches, Je veux dire, Netflix, c'est 17 milliards d'investissements chaque année dans la production. Comment peut-on s'en sortir? On revient au cœur du sujet de notre discussion, c'est-à-dire la transformation digitale qui nous oblige à nous adapter. On voit bien qu'il y a énormément d'opportunités, mais encore une fois, pour toutes les entreprises qui existaient avant l'arrivée d'Internet, il y a la contrainte de se transformer. Au début, on ne pensait pas qu'on serait concerné par l'arrivée d'Internet. En tout cas, on n'y voyait que des avantages. Et finalement, on voit que ça conduit à l'arrivée de beaucoup de nouveaux concurrents, des petits, des moyens et des très très gros. Donc c'est assez anxiogène parce qu'il faut trouver des idées, il faut innover. En même temps, il y a plein d'opportunités. Bon, moi, je trouve que la période est fantastique parce que moi, je dis souvent qu'on vit la science-fiction. C'est-à-dire qu'entre 0 et 30 ans, j'ai eu l'impression que le monde ne bougeait pas beaucoup. Quand on parlait de l'an 2000, quand j'étais enfant, pour moi, c'était déjà de la science-fiction, les ordinateurs, etc. Et puis, depuis 1995, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Internet, on vit de la science-fiction. C'est-à-dire que la dame dans la voiture qui dit « tournez à droite, tournez à gauche, vous êtes arrivé », aujourd'hui, qui vous fait éviter les embouteillages en plus. Il y a 30 ans, ça aurait paru impossible. Effectivement, Waze, maintenant, qui vous fait éviter les embouteillages. On vit la science-fiction, ça bouge tellement vite. Moi, je me rappelle notamment. La première fois que j'étais aux États-Unis avec un smartphone et que je parlais dans les rues de New York à mes enfants à Paris, j'avais l'impression que c'était de la magie. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un gros téléphone en plus. Et quand j'appelais un ami qui me dit « Ah ben, je suis en train de jouer au golf », voilà, on riait. On avait l'impression de vivre une aventure incroyable. Aujourd'hui, moi j'ai vécu la télévision en noir et blanc, les films à la télé, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a Netflix. Mais est-ce qu'on se bat à armes égales avec ces géants? Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez régulés? Est-ce qu'il faut plus de régulation pour Netflix, pour Amazon? J'ai beaucoup d'admiration pour les fondateurs, parce que ce qui est formidable dans notre monde, c'est que tous ces projets nouveaux, c'est des hommes qui les inventent, et c'est pas des organisations. C'est clair. C'est des Steve Jobs, c'est des Bill Gates. Oui, des Reed Hastings pour Netflix. Voilà, ou Elon Musk pour plein de sujets. C'est un fou génial. Oui, bien sûr. Lui, c'est incroyable. On a besoin de ces gens-là. Souvent, on critique les milliardaires, les chefs d'entreprise, mais heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils changent le monde. Alors, tout n'est pas positif. C'est là où les États doivent jouer un rôle. C'est là où la régulation est importante. C'est là où les règles normales de la concurrence doivent s'appliquer. Donc, est-ce que ces mastodontes devront être divisés demain, séparés en différentes divisions? C'est déjà arrivé dans le passé aux États-Unis avec les trains, puis ensuite avec les compagnies de téléphone qui ont été divisées en entités plus petites. Est-ce qu'il faudra y arriver avec des Amazon, avec des Netflix? Peut-être, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont une telle puissance, un tel poids, mais ces gens-là, au départ,
se sont lancés à armes égales. Tout le monde pouvait créer Netflix, tout le monde pouvait créer Facebook. Ils n'ont pas bénéficié de concessions, d'avantages. Non, oui, ils ont sauf tous que eux ont démarré une dans un portée mondiale, garage. en fait. Ils ont une portée mondiale, alors que les médias français, c'est des médias locaux, en fait. Donc on ne joue pas dans la même cour, en quelque sorte. D'abord, au départ, on joue dans la même cour. On peut tous faire la même chose. On peut un peu s'interroger pourquoi toutes ces boîtes sont américaines, toutes, chinoises maintenant, et qu'il n'y en a quasiment pas en Europe. Donc ça, il faut s'inquiéter du fait que l'Europe vieillisse et n'ait plus la capacité de lancer des projets mondiaux comme l'Europe a su le faire avec les constructeurs automobiles au 19e siècle. Tous les grands constructeurs automobiles étaient d'abord européens, sont devenus aussi américains. Dans le digital, l'Europe est absente. Tous les grands GAFA sont nés dans un garage d'un individu isolé, génial, ça c'est plutôt assez positif. Elles sont toutes américaines et tous ces GAFA sont mondiales en quelques années, alors qu'avant, pour devenir mondial, dans l'industrie du 19e siècle, il fallait 50 ans. Maintenant, il faut 2 ans, 3 ans. Quand vous avez une application qui démarre, Clubhouse, dont vous parliez tout à l'heure, la nouvelle application qui permet sur Internet d'organiser des petits échanges, des petits programmes radio. Encore un concurrent potentiel à la radio, parce qu'on peut discuter. Absolument. Bon, avec Clubhouse, il y a un an, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, c'est valorisé plus d'1 milliard. Donc ça n'existait pas avant. Alors, moi, je m'émerveille d'abord face à la période que nous vivons, qui est incroyable. Après, les États doivent jouer leur rôle. On parle souvent de l'aspect fiscal face aux GAFA qui ne payent pas d'impôts, mais c'est pas les GAFA qui trichent. C'est les États qui n'arrivent pas à s'organiser. C'est l'optimisation fiscale, comme on dit. De mettre en place une fiscalité cohérente pour que ces entreprises payent normalement des impôts. Alain, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais vous avez toujours eu du nez la plupart du temps. Est-ce que vous pensez que Netflix et Amazon vont se lancer sur on va dire, des médias plus chauds, c'est-à-dire de retransmission de matchs de foot, créer des chaînes d'infos, etc. C'est fait, puisque aux États-Unis, Amazon vient d'acheter une partie des droits du football américain. Donc ça va changer énormément. En Europe, c'est pour l'instant encore un peu anecdotique, on va dire. Les habitudes. Amazon a acheté une partie des droits de Roland-Garros avec le service public, mais ils ont été assez malins puisqu'ils ont acheté les droits des matchs la nuit, en soirée, c'est-à-dire ceux qui seront à mon avis les plus importants, puisque si on veut le plus large public à la télévision, 20h, c'est plus opportun que 15h. Et puis c'était moins intéressant pour France Télévisions de retransmettre un match jusqu'à 23h en termes d'audience. Et le Roland-Garros, le court central étant maintenant couvert, on va pouvoir jouer la nuit, quelle que soit la météo. Donc on va voir ce qui va se passer avec Amazon. Mais bon, il y a beaucoup de Français qui sont abonnés à Amazon Prime, parce que si vous êtes un client habituel d'Amazon, vous êtes automatiquement habitué à l'offre de programmes vidéo. Oui, ça va changer énormément. Sur Apple TV+, vous avez des offres de programmes de flux. Donc vous avez Oprah Winfrey, la star américaine des talk-shows, qui fait une émission régulière sur Apple TV. Et donc, oui, ils vont aller vers les programmes de flux. Ce qui me rassure, et qui correspond à notre stratégie en France, c'est qu'aux États-Unis, maintenant, on parle de 3 catégories de programmes. On parle de la télévision linéaire, qui va être en déclin. On parle des plateformes numériques qui vont être en croissance. Et il y a une 3e catégorie qui est née, qui est le live news. Parce qu'effectivement, le live news, c'est de la télévision linéaire et délinéarisée, parce que vous pouvez regarder des reportages sur votre smartphone en délinéarisé. BFM, évidemment, propose déjà ça. Et dans le groupe, la priorité qu'on donne aujourd'hui, c'est le news, avec BFM, avec BFM Région, puisqu'on a ouvert des chaînes en local, avec BFM Business, même avec 01net TV, on est dans le news, et c'est un domaine qui nous paraît plus protégé que le reste des catégories de programmes de télévision. Est-ce que la TNT va s'arrêter dans les 10 ans qui viennent, à votre avis ? Alors, 10 ans, je ne sais pas, mais la TNT aura été la technologie qui aura eu la plus courte durée de vie. Elle a amené l'offre élargie de programmes en 2005. Les Français sont passés de ceux qui n'avaient pas le câble et le satellite, c'est-à-dire 75% des Français sont passés de 5 chaînes, 5-6 chaînes à 18 et ensuite 27 chaînes. Mais avec le déploiement de la fibre qui va aller très très vite, toutes les campagnes françaises seront fibrées d'ici 2024, 2025, au plus tard 2026.
pour SFR, en tant que président de SFR, j'étais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, en Savoie, pour inaugurer des prises avec le président du département de la Savoie, Hervé Guémard, dans une petite commune où ils avaient de la DSL de très mauvaise qualité. Donc ils ne pouvaient pas regarder Netflix, ils ne pouvaient pas regarder la télévision. Ils n'avaient pas assez de débit pour regarder la vidéo. En replay, donc ils regardaient la TNT. Donc la fibre arrive, du jour au lendemain, ils ont accès à la télévision moderne, c'est-à-dire au replay, aux plateformes. Donc vous voulez dire par là que les gens vont basculer de la TNT vers la fibre. Voilà, et ça, c'est quand on aura terminé la couverture de la fibre partout en France. Demain. C'est 2025, c'est ça, voilà, je crois. 80% des Français, c'est 2023. Alain, dernière question. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur Salto, qui est on va dire le Netflix français, avec la plupart des acteurs de la télévision française qui proposent du contenu. Les chaînes de votre groupe n'y sont pas. Est-ce que ça pourrait changer la donne ? Est-ce que, comme pour Radio Player, vous pourriez vous regrouper et associer Salto ou pas du tout ? Alors, je crois qu'on n'a pas été sollicité. Le fait de mettre RMC Découverte, RMC Story sur Salto, pourquoi pas, qu'on puisse être un acteur de la plateforme, mais je m'interroge sur l'avenir de cette plateforme. Son utilité est réelle, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui privilégie les œuvres françaises. Je crois que c'est très important par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la puissance des plateformes. Moi, je pense que c'est avant tout le rôle du service public. Le budget du service public, c'est... Donc plutôt France Télé, pas forcément TF1 et M6. C'est difficile d'associer des concurrents. Il y a déjà eu une expérience qui s'appelait TPS, où il y avait le service public TF1, M6. Mais ça n'a pas été un super succès. Ça a disparu parce que avoir 3 concurrents qui essayent de travailler ensemble, c'est quand même très compliqué. Donc je doute sur l'avenir de Salto en tant qu'opérateur qui réunit des concurrents. Par contre, que le service public mette 1 milliard sur la table, et moi je crois qu'il peut en être capable par rapport à la masse globale gérée par le service public, ça me paraît important, et je pense que c'est la meilleure façon pour Salto d'exister, c'est de donner une très large place à tous les producteurs, à tous les talents français. D'accord. Dernière petite question qui est liée à l'actualité. Le groupe M6 RTL est à vendre. Est-ce que vos actionnaires et vous-même êtes en train de regarder ce média qui est quand même qui représente beaucoup de téléspectateurs? Est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser le groupe Next Radio Altice, ou finalement, bon, comme c'est déjà des vieux médias, c'est peut-être pas la peine d'investir beaucoup d'argent là-dedans? On regarde, on n'a peut-être pas dit notre dernier mot, mais tout le monde sait qu'on n'est pas l'acteur en pointe sur ce dossier. On est un groupe international, on est avant tout un groupe de télécom. Le dossier M6 est un dossier qui est à la fois intéressant, à la fois... assez complexe, non ? À la fois complexe parce que... Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on rachète ça, il va falloir se séparer en fait d'autres médias du groupe qui rachètent, puisque... Éventuellement, on l'a vu, c'est quand même dans un contexte de transformation. Donc ça ne sera pas simple les années qui viennent. Le secteur de la télévision rentre dans une spirale qui était celle de la presse il y a 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de changements et que ça va beaucoup secouer. Voilà, bon, écoutez, on va être plutôt attentiste alors. Vous allez être plutôt attentiste. Merci beaucoup Alain d'avoir répondu à toutes mes questions. Rappelons que vous êtes le fondateur de Next Radio TV et le PDG d'Altis. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur le web, sur la chaîne YouTube de 01 TV et puis sur 01net.com. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.